Ses baskets usées grinçaient légèrement contre le marbre poli alors qu'elle franchissait les portes du grand amphithéâtre. Pas de sac griffé, pas de lettres de sororité cousues sur un sweat, pas de portable dernier cri. Juste un simple hoodie noir et cette assurance tranquille qui, paradoxalement, forçait à la regarder deux fois. Les étudiants présents la dévisagèrent, puis murmurèrent entre eux « Elle doit s'être perdue. Sans doute une boursière qui n'a pas compris qu'elle ne rentrait pas vraiment ici. » Leur ricanement résonnait dans les couloirs impeccables du bâtiment de gestion de crise de l'université Montclair, moquant ses vêtements de friperie, son silence, sa simple présence. Mais aucun d'eux n'imaginait que, dans moins de 72 heures, des hélicoptères militaires se poseraient sur la pelouse centrale du campus, avec son indicatif peint en lettres majuscules sur le fuselage, réduisant en miettes chaque préjugé qu'ils avaient forgé. À 24 ans, Léa Moreau ne ressemblait pas à une femme ayant commandé des opérations aériennes en zone hostile. Son hoodie noir, légèrement effiloché aux manches, avait été déniché dans un rayon solde à 3 états de là. Son jean, propre mais quelconque, venait d'une enseigne grand public. Ses baskets, autrefois blanches, affichaient une teinte grisâtre après des kilomètres de marche. Elle portait un simple carnet à spirale et un stylo publicitaire pris sur le comptoir d'une station-service. Pas de tablette, pas d'ordinateur portable en aluminium brossé, pas de casque anti-bruit, dernier cri, comme ceux qui semblaient obligatoires ici. Cela faisait plus de 6 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans une salle de cours. La dernière fois, c'était sur une scène bien différente, dans un uniforme, recevant une distinction pour un service que la plupart ne pourraient jamais imaginer. C'était avant la mission qui avait tout changé, avant que le silence devienne son armure, avant qu'elle troque sa combinaison de vol contre des vêtements civils et fermes, pour de bon, un chapitre de sa vie. En ce matin d'octobre, dans le nord de l'État, Léa recommençait à zéro. Plus question de capitaine Moreau, indicatif Phénix. Seulement une étudiante en master cherchant à se fondre dans la masse académique. Montclair n'était pas une université ordinaire. C'était l'antichambre où les enfants de sénateurs, de grands patrons et de diplomates venaient polir leur céveto avant de rejoindre les hautes sphères familiales. Le campus s'étendait sur plus de 200 hectares de pelouse parfaitement tondue, d'édifices couverts de vignes et d'escaliers en pierre qui transpiraient l'argent ancien et les réseaux encore plus anciens. Le programme de gestion de crise occupait le bâtiment le plus moderne tout en verre et acier, financé par un magnate de la tech dont la fille avait besoin d'un diplôme qui en imposait dans les cocktails mondains. En entrant dans le hall Montclair, Léa ressentit immédiatement le poids des suppositions. Les étudiants se regroupaient par affinité, leurs discussions ponctuées de références à des stages d'été dans de grands groupes ou à des vacances aux Bahamas. Les sacs de luxe pendaient à leurs épaules comme des insignes, et les derniers modèles de téléphone filmaient chaque instant pour alimenter des stories destinées à un cercle tout aussi privilégié. Elle choisit une place tout au fond de l'amphithéâtre numéro 3. Les sièges ergonomiques semblaient coûter plus qu'un loyer mensuel. Elle ouvrit son carnet et attendit en silence. Autour d'elle, les conversations continuaient. « T'as vu la nouvelle ?» demanda une voix féminine à quelques rangs. C'était Chloé Hamilton, figure centrale des cercles sociaux de la promo, cheveux blonds parfaitement ondulés, le genre de coiffure qui exige 1 heure et 200 € de produits, blazer bleu marine frappé d'un logo discret mais hors de prix. Son commentaire déclencha des rires dans son groupe. Mathieu Torres, fils d'un investisseur propriétaire d'immeubles à Paris et à Lyon, se renversa dans son siège avec un sourire suffisant. Elle est peut-être là grâce à un programme caritatif. L'université adore gonfler ses statistiques de diversité. Emma Roche, fille d'un sénateur et habituée des pages « Société », depuis l'enfance, sortit son téléphone. On devrait immortaliser ça. Ce sera peut-être le moment le plus palpitant du semestre. Léa entendit chaque mot. Elle avait été formée à écouter, observer, retenir les détails que d'autres négligeaient. Elle nota mentalement les marques sur leurs vêtements, leur assurance étudiée, la manière désinvolte dont ils parlaient d'argent et d'influence. Mais elle ne réagit pas. Réagir, c'était attirer l'attention. La dernière chose qu'elle voulait, le professeur Denis Martel fit son entrée avec un sens du théâtre qui trahissait une mise en scène calculée. À 52 ans, il portait son doctorat comme une couronne et ses contrats de conseil comme des insignes royaux. Costume impeccable, cheveux argentés, disciplinés, sourire parfaitement dosé. « Bienvenue, futur leader », lança-t-il d'une voix qui emplissait la salle. La gestion de crise n'est pas qu'une affaire de solution. C'est aussi savoir prendre le commandement quand tout le monde hésite.
Son regard balaya les premiers rangs, reconnaissant les visages dont les familles lui finançaient des bâtiments entiers. Puis il aperçut Léa, isolée au fond, et un léger changement traversa son expression. « Mademoiselle ?» Il consulta sa tablette. « Moreau, c'est bien ça ? Vous vous êtes installé bien loin du centre de l'action. Dans ce domaine, la visibilité est essentielle. Peut-être préféreriez-vous un siège où l'on puisse vous voir et vous entendre. » Le ton ressemblait à un ordre, mais Léa resta immobile. « Je suis bien ici, merci, monsieur le professeur. » La réponse, polie mais ferme, fit courir un murmure surpris dans la salle. Chloé échangea un regard amusé avec ses amis, sourcils levés. Le sourire du professeur se crispa. « Très bien, mais sachez que la participation comptera pour une part importante de votre note finale. C'est difficile de participer efficacement depuis l'ombre. » Léa hocha la tête. « Je comprends. » Pendant près d'une heure, Martel déroula un cours inaugural sur les théories du leadership et les protocoles de réponse aux crises. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait beaucoup lu sur des situations qu'il n'avait jamais vécues. Léa prenait des notes précises, sans lever la main, ni chercher à intervenir. Elle se contentait d'absorber l'information, avec l'attention méthodique de ceux qui savent de repérer l'essentiel. Mais les autres ne cherchaient pas la compétence, ils voulaient du divertissement. Et Léa, avec ses habits modestes, leur semblait une cible idéale. À la pause, Chloé s'approcha d'elle avec la démarche assurée de celles qui n'ont jamais entendu non dans leur vie. « Je crois qu'on ne s'est pas présenté », dit-elle d'une voix parfaitement audible par ses camarades. « Chloé Hamilton, mon père est le Hamilton du cabinet Hamilton et Fils. Vous avez peut-être vu notre nom sur quelques plaques ici. » Léa leva les yeux. « Léa Moreau. » Chloé répéta lentement. « Moreau, intéressant. Vous êtes du coin ou vous avez voyagé pour venir goûter à l'expérience Montclair. »« Je viens de Provence, » répondit Léa d'un ton neutre. « Oh, exotique. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Les affaires familiales ou plus un parcours personnel ?» Autour, les conversations ralentirent. L'échange prenait des allures de petite scène sociale. Léa referma lentement son carnet et se leva. Elle était plus petite que Chloé, mais sa posture effaçait la différence. « Je suis ici pour apprendre, » dit-elle simplement. Chloé eut un rire cristallin mais forcé. « Comme c'est pur. La plupart d'entre nous sont ici pour créer un réseau, faire les bonnes rencontres, préparer la suite. Mais apprendre, c'est charmant. » Mathieu, qui s'était approché, ajouta avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « Chloé est juste curieuse, on aime s'assurer que tout le monde se sent inclus. » Léa regarda brièvement le téléphone qu'il tenait avant de reporter son attention sur Chloé. Son expression se fit presque imperceptiblement plus attentive, comme si elle avait déjà vu ce genre de dynamique ailleurs, dans des contextes bien plus sérieux. « C'est attentionné de votre part, » répondit-elle. « Si vous m'excusez, j'ai un autre cours. » Elle quitta l'amphi avec la même assurance discrète qu'en entrant, laissant ses interlocuteurs légèrement déstabilisés. À l'extérieur, elle passa devant un panneau d'affichage couvert d'annonces pour des stages prestigieux, des séjours d'études dans des capitales européennes et des événements de networking avec des anciens élèves influents. Rien de tout cela ne la concernait. Ce que Chloé Hamilton et ses amis ignoraient, ce que le professeur Martel ne pouvait deviner, c'est que Léa Moreau avait déjà traversé plus de crises réelles que la plupart des gens en 10 vies. Elle avait pris des décisions qui avaient sauvé des vies et en avait coûté d'autres. Elle avait commandé le respect de personnes qui mesuraient la valeur en critères bien plus sérieux que des logos de luxe. Mais c'était une autre vie, et elle l'avait laissée derrière pour des raisons qui, parfois, la réveillaient encore la nuit. Le lendemain matin, l'air d'automne avait cette fraîcheur piquante qui rendait le campus de Montclair presque irréel. Les érables longeant les allées arboraient des nuances éclatantes d'or et de rouge, et leurs feuilles craquaient sous les pas pressés des étudiants. Pour la plupart, ce mardi ressemblait à n'importe quel autre dans leur expérience parfaitement calibrée. Pour Léa, c'était le début d'un enchaînement qu'elle aurait préféré éviter. Comme toujours, elle arriva avec 15 minutes d'avance. Les habitudes militaires ne disparaissent pas facilement, et la ponctualité lui avait été gravée dans les os bien avant qu'elle n'apprenne à piloter un hélicoptère dans des zones hostiles. Le bâtiment était presque vide, à part quelques agents d'entretien et un professeur agrippant son café comme une bouée de sauvetage. Léa rejoignit sa place habituelle au fond, dos contre le mur, vue dégagée sur toutes les sorties. Elle ouvrit son carnet et relut les notes de la veille, chacune écrite d'une main nette et précise. Pas de griffonnage, pas de phrases inutiles, seulement l'essentiel. Mais la tranquillité ne dura pas. « Oh, regardez qui est revenu !»
La voix de Chloé, théâtrale, résonna alors qu'elle entrait avec son escorte habituelle. Ce jour-là, elle portait un pull en cachemire crème qui devait coûter plus cher que le salaire mensuel d'un employé de bureau, assorti à un jean sombre volontairement usé. Ses cheveux parfaitement coiffés et son maquillage impeccable laissaient croire qu'elle sortait tout juste d'un shooting. Mathieu la suivait de près, son sac en bandoulière griffé tombant négligemment sur l'épaule. « Je me demandais si elle oserait revenir après hier ?» lança-t-il assez fort pour que Léa entende. C'était plutôt gênant. Emma, son téléphone déjà en main, demanda « On filme pour garder un souvenir ?» « Évidemment », répondit Chloé avec un enthousiasme faussement bienveillant. Les futurs gestionnaires de crise doivent de savoir faire face à toutes sortes de situations. À mesure que les étudiants entraient, la rumeur circula. La fille silencieuse du fond revenait pour un deuxième round. Pour beaucoup, c'était mieux qu'une série télé. Léa, tête baissée sur ses notes, percevait chaque regard, chaque murmure. Dans une autre vie, cette vigilance constante lui avait sauvé la vie et celle de son équipe. Ici, elle ne faisait que lui rappeler à quel point elle ne se fondait pas dans le décor. Le professeur Martel arriva, toujours avec sa petite mise en scène, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Manifestement, il avait eu vent de l'échange de la veille. Son regard se posa presque immédiatement sur Léa. « Bonjour à tous », lança-t-il, en posant son attaché-case sur le bureau. « Aujourd'hui, nous allons parler de présence de leadership et de la capacité à inspirer le respect dans des situations critiques. » Il fit apparaître une photo d'une salle de conseil d'administration bondée. Le leadership ne se résume pas à avoir de bonnes idées. Il faut aussi avoir la crédibilité pour que ces idées soient entendues. Et cette crédibilité commence, malheureusement, souvent par la perception. Chloé leva la main avec un air candide. « Professeur, est-ce que vous voulez dire que l'apparence compte vraiment dans une situation de crise ?» Martel sourit, ravi de la question. « Excellente remarque, mademoiselle Hamilton. Même si nous aimerions que ce ne soit pas le cas, les premières impressions sont cruciales. Dans la confusion ou la peur, les gens cherchent quelqu'un qui semble confiant, compétent et maître de lui. C'est ce qui inspire la confiance. » Son regard glissa alors vers le fond, en direction de Léa. Une personne mal préparée ou mal intégrée dans le contexte aura plus de mal à s'imposer. Le message ne pouvait pas être plus clair. Des chuchotements parcoururent la salle. Mathieu souffla à son voisin. On dirait qu'elle n'a pas reçu le mémo sur la tenue pour réussir. Emma, toujours en train de filmer, ajouta « C'est de l'or pour nos réseaux ». Et toute la suite du cours sembla ponctuée d'exemples qui, subtilement mais sûrement, visaient la silhouette tranquille au fond. À la pause, l'offensive devint frontale. Emma s'approcha de Léa, téléphone incliné, juste comme il faut pour capturer son visage. « J'adore ton style », dit-elle avec un sourire acide. « C'est très authentique. »« Merci », répondit Léa sans lever les yeux. « Tu fais tes achats où ? J'essaie toujours de trouver des options économiques. Pour mes œuvres caritatives, bien sûr. » Chloé se joignit à la scène. « Ne sois pas impolie, Emma. Je suis sûre que Léa a ses raisons. Peut-être qu'elle fait passer un message profond sur la société de consommation. » Mathieu, hilar, compléta « Ou alors, elle est juste pragmatique. Pourquoi dépenser en vêtements quand on ne restera pas longtemps ici ?» Cette fois, plusieurs téléphones étaient braqués sur elle. Léa referma son carnet, leva les yeux et regarda tour à tour chacun d'eux. Il y avait dans son regard une dureté fugace, comme un reflet de quelqu'un qui avait déjà dû décider du sort d'autre vie. Mais sa voix resta parfaitement calme. « J'apprécie vos conseils vestimentaires, je leur accorderai toute l'attention qu'ils méritent. » Chloé hésita, ne sachant pas si elle venait d'être remerciée ou remise à sa place. « On essaie juste de t'aider, ce programme est compétitif, les premières impressions comptent de tellement, » insista-t-elle. « Je suis certaine que vos premières impressions sont exactement celles que vous souhaitez projeter, » répliqua Léa avec une ambiguïté calculée. Le mercredi matin, un ciel gris et bas recouvrait le campus, comme s'il avait anticipé la tension qui allait s'installer dans le hall Montclair. Léa traversa les allées pavées avec sa démarche calme habituelle, ignorant qu'au moins 3 téléphones dissimulés derrière des cahiers ou des gobelets de café filmaient chacun de ses pas. En 24 heures, le hashtag FFFILLEENFRIPERIE avait explosé, passant des cercles privés de l'université aux discussions plus larges du campus. Et Chloé avait passé la soirée précédente à peaufiner ce qu'elle appelait sa campagne de sensibilisation sociale. Pour ses abonnés, elle présentait cela comme une réflexion sur les différences de classe et de privilèges. Mais dans l'intimité de sa suite étudiante, un appartement miniature avec kitchenette, terrasse et vue sur le lac,
Elle avait confié à Mathieu et Emma son objectif réel. Parfois, il faut montrer aux gens où est leur place. C'est un service qu'on leur rend. Leur plan, d'une cruauté méticuleuse, consistait à convaincre le professeur Martel de lancer un projet de groupe, officiellement attribué au hasard, mais soigneusement manipulé. Ce matin-là, Léa trouva sur sa table un petit paquet soigneusement posé. À l'intérieur, un vieux blazer froissé avec une étiquette de friperie indiquant 3,90 €, un tube de rouge à lèvres dans une teinte peu flatteuse et un mot anonyme griffonné d'une écriture déguisée pour t'aider à mieux t'intégrer, un camarade bienveillant. Autour, plusieurs étudiants faisaient semblant de travailler tout en guettant sa réaction. Téléphone prêt à capturer le moment. Léa examina le contenu sans un mot, replaça chaque objet dans la boîte et la posa sur une chaise vide. Aucune expression, aucun signe de gêne ou de colère, seulement ce calme qui rendait Chloé folle. Martel, lui, semblait particulièrement enthousiaste. « Aujourd'hui, nous lançons votre projet de semestre », annonça-t-il en affichant la liste des groupes. Les murmures s'amplifièrent. Léa était associée à Chloé, Mathieu et Emma. Une coïncidence que personne ne crut. Votre thème ? Les principes de leadership militaire appliqués à la gestion de crise en entreprise. Vous devrez analyser des cas réels et présenter vos conclusions. L'ironie était presque palpable. Chloé se tourna vers Léa avec un sourire aiguisé. J'espère que notre coéquipière a déjà fait quelques recherches sur le sujet. C'est assez technique. Mathieu renchérit. Oui, il faut une vraie expérience pour comprendre le leadership militaire. Ce n'est pas un truc qu'on peut juste lire sur Internet. Emma filmait déjà. Ce sera enrichissant pour tout le monde, surtout pour ceux qui découvrent complètement. Pendant les 45 minutes de travail en équipe, Chloé prit naturellement le rôle de chef autoproclamé. Évidemment, je vais couvrir la partie entreprise. Mon père a géré plusieurs crises au conseil d'administration. Je m'occuperai de la méthodologie et des sources, déclara Mathieu. Moi de la section diplomatique, ajouta Emma, avec l'expérience de ma mère au ministère. Puis tous trois se tournèrent vers Léa. Et toi ? Tu pourrais t'occuper de la mise en forme du diaporama, proposa Chloé d'un ton faussement doux. Léa leva les yeux de son carnet. Je peux prendre la partie militaire. Silence, suivi d'un petit rire incrédule de Mathieu. C'est ambitieux. On parle de vraies opérations, pas de films. Exactement, enchaîna Emma. Il faut une compréhension authentique. Ce n'est pas juste de la théorie. Chloé conclut, prend plutôt quelque chose de plus gérable. La bibliographie par exemple, c'est important. Et ça te laissera du temps. Léa rangea calmement son stylo. Je travaillerai sur la section militaire. On comparera nos notes la prochaine fois. En s'éloignant, elle les laissa savourer une victoire qu'ils croyaient acquise. Aucun d'eux ne savait qu'en matière de leadership militaire, Léa en savait plus que tous leurs professeurs réunis. Et dans 36 heures, quand des hélicoptères noirs se poseraient sur la pelouse, chaque mot qu'ils avaient prononcé résonnerait autrement. Le jeudi matin, la machine sociale lancée par Chloé atteignit son apogée. Le hashtag Filles en friperie avait généré des vidéos, des mèmes, des analyses pseudo-sérieuses sur son style et même des posts LinkedIn douteux sur l'importance de l'image professionnelle. En entrant dans le hall Montclair, Léa découvrit sur sa table un nouveau décor. Une plante verte avec un mot pour ton futur bureau au Pôle emploi. Une brochure de BTS local et un faux email imprimé semblant questionner son éligibilité à une bourse. Tout avait été photographié avant même son arrivée, sous différents angles, par des étudiants placés stratégiquement. Elle déplaça simplement le tout sur une chaise voisine et ouvrit son carnet, indifférente au bourdonnement déçu de ceux qui attendaient une réaction visible. Martel entra, plus satisfait que jamais. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'adaptation à la culture organisationnelle. On ne fait pas que remplir un rôle, on doit appartenir à l'ensemble. Son regard se posa de nouveau sur Léa. Chloé leva la main. Et si quelqu'un refuse d'adopter la culture de l'organisation ? On l'écarte, répondit Martel. C'est une forme de bienveillance. Mathieu ajouta avec un sourire. Parfois, certains refusent de voir qu'ils n'ont rien à faire là. Pendant la pause, Emma revint à la charge, caméra discrètement activée. Léa, on a parlé de notre projet. On pense que la partie militaire est beaucoup trop technique. Il faut des accès sécurisés, des interviews avec des officiers. On préfère que tu prennes la mise en page. Je pense pouvoir gérer la section militaire, répondit Léa. Emma éclata de rire. On parle de décision de vie ou de mort, de commandement sous le feu. Ce n'est pas... Non, ce ne l'est pas, coupa Léa doucement, son regard devenant plus intense. Mais Chloé reprit vite le dessus. Bien,
Mais quand tu verras que c'est trop, ne compte pas sur nous pour rattraper le travail. » Et elles ne pouvaient pas savoir que, 24 heures plus tard, cette partie du projet deviendrait la preuve que Léa avait non seulement étudié le leadership militaire, mais l'avait incarné sur le terrain. Le vendredi matin, l'air était lourd, chargé d'une odeur métallique inhabituelle qui flottait sur le campus. Une fine brume montait du lac, donnant à l'université un aspect presque irréel. Les étudiants se pressaient dans le hall Montclair, inconscients que dans quelques minutes, leur routine bien réglée allait voler en éclats. Léa, comme à son habitude, était arrivée tôt. Elle remarqua immédiatement un changement subtil. Un agent d'entretien portait des gants plus épais que d'ordinaire et les ventilations émettaient un bruit irrégulier. Des détails minimes pour la plupart, mais pour elle, c'étaient des signaux. À 9h30 précise, un vacarme métallique retentit dans tout le bâtiment. L'alarme incendie. Au départ, les étudiants éclatèrent de rire, croyant à un simple exercice. Mais rapidement, un message automatique coupa court aux plaisanteries. Évacuation immédiate, risque chimique. Ne touchez à rien, restez groupés. Les regards se figèrent, les conversations s'interrompirent et un début de panique se propagea. Le professeur Martel tenta de s'imposer. Pas de panique, avancez calmement vers les sorties. Mais sa voix était couverte par le brouhaha et les cris. Léa se leva d'un mouvement rapide, son carnet glissant dans son sac. Ses yeux balayaient la pièce, identifiant en quelques secondes les points de sortie, les zones d'ombre et les obstacles potentiels. À sa gauche, un étudiant trébucha percutant une table et renversant une bouteille d'eau qui se mêla à un liquide inconnu provenant d'un casier renversé. Léa se précipita, l'attrapa par le bras et le releva d'un geste ferme. « Ne touche pas ça !» ordonna-t-elle. Sa voix, claire et autoritaire, coupa net l'agitation autour d'eux. Elle se plaça devant la double porte principale. « Écoutez-moi » lança-t-elle, et le ton seul suffit à faire taire plusieurs conversations. « Sortez par la sortie nord, pas de contact avec les murs ou le sol humide. Restez en fil unique et respirez à travers vos manches ou un tissu. » Sa précision et son assurance contrastaient violemment avec la confusion générale. Même Martel resta figé quelques secondes, surpris de la voir prendre le commandement. Chloé, pâle, s'approcha. « Mais comment tu… » « Maintenant, Chloé. File nord. » L'intonation ne laissait pas place à la discussion. Léa guida le flux d'étudiants vers l'extérieur, interceptant ceux qui tentaient de récupérer leurs affaires et rappelant à plusieurs de ne pas toucher aux poignées métalliques. Quand un étudiant tenta de prendre un raccourci vers le sous-sol, elle l'arrêta net. Zone de confinement, interdit. L'étudiant obéit immédiatement, comme hypnotisé par le ton catégorique. À l'extérieur, l'air froid fouettait les visages, mais l'odeur persistait. Léa regroupa les étudiants sur la pelouse sud, leur ordonnant de rester en formation serrée et de garder les enfants et personnes fragiles au centre. Plusieurs professeurs arrivaient, visiblement dépassés. Martel tenta de reprendre la main. « Merci, mademoiselle Moreau, mais vous n'avez pas l'équipement pour gérer une exposition chimique, » trancha-t-elle. « Attendez les secours et maintenez le périmètre. » À cet instant, un bourdonnement grave monta dans le ciel. 2 hélicoptères noirs apparurent derrière les arbres, s'approchant rapidement. Sur le fuselage du premier, peint en blanc net, Phénix. Les pales faisaient voler feuilles et poussières, et les étudiants, ébahis, levèrent les yeux. Un soldat descendit en rappel, se dirigea droit vers Léa et la salua. « Capitaine Moreau, on a besoin de vous sur site. » Un silence choqué s'abattit sur la pelouse. Chloé écarquilla les yeux, la bouche entr'ouverte. Mathieu recula d'un pas. Emma baissa son téléphone, oubliant même de filmer. « Rapport de situation » demanda Léa en avançant vers l'hélico. Le soldat répondit « Déversement chimique confirmé. Risque de propagation dans les bâtiments nord. Équipe de confinement déjà sur place. Mais commandement demande votre supervision. » Léa hocha la tête, attrapa un casque qu'on lui tendait et monta à bord sans un regard en arrière. Les pales battirent de plus fort, couvrant les murmures incrédules des étudiants. Depuis le sol, Chloé fixait la silhouette de Léa, casque en main, donnant des ordres précis à des militaires aguerris. Tout le narratif, soigneusement construit en 3 jours, venait de s'effondrer sous ses yeux. Elle comprit, avec une clarté douloureuse, qu'elle avait passé la semaine à ridiculiser une femme dont le CV pouvait faire trembler n'importe quelle salle de conférence ou terrain de combat. L'hélicoptère s'éleva dans un vrombissement assourdissant, emportant Léa vers la zone contaminée. Les visages restés au sol oscillaient entre stupeur et fascination. Personne n'osait parler.
On pouvait presque sentir la dissonance cognitive se frayer un chemin dans chaque esprit. La fille en hoodie, usée, moquée pendant 3 jours, était en réalité celle que l'armée appelait en urgence pour gérer une crise réelle. Sur place, le décor était tout sauf académique. Des véhicules blindés barraient la route, des hommes et des femmes en combinaison hazmat circulaient avec une précision chorégraphiée. L'air portait une odeur chimique âcre, coupée par celle du carburant et de la poussière soulevée par les pales. Léa sauta au sol, casque fixé, et prit immédiatement les commandes de la coordination. Sa voix portait au-dessus des moteurs et des radios. Secteur Nord, établissez un cordon à 50 mètres. Équipe 2, évaluation structurelle, priorité aux conduites principales. Équipe 3, suivi médical, tout le monde passe par la décontamination avant sortie. Chaque ordre tombait net, précis, et les équipes obéissaient sans hésitation. Pendant plus de 2 heures, elle supervisa les opérations, se déplaçant d'un point à l'autre, vérifiant les relevés, prenant des décisions qui pouvaient éviter une catastrophe. Lorsqu'une fuite secondaire fut détectée, elle organisa en 30 secondes l'isolement de la zone, sauvant ainsi un groupe de techniciens qui s'y dirigeaient sans savoir. Enfin, quand la situation fut sous contrôle, elle donna le signal de fin d'opération et se dirigea vers l'hélicoptère, retirant son casque. De retour sur le campus, l'atterrissage attira encore plus de curieux. Les téléphones filmaient à tout va, mais cette fois, les objectifs n'étaient plus braqués pour ridiculiser. Ils captureraient le moment où Léa Moreau, indicatif Phénix, redevenait visible. En descendant, elle fut accueillie par un homme en uniforme décoré, le général Pierre Lemoine, qui la salua officiellement. « Capitaine Moreau, encore une intervention parfaite. Votre réputation reste intacte. »« Merci, mon général. » Le murmure des étudiants s'intensifia. Chloé, qui se tenait à l'écart, sentit une chaleur désagréable lui monter au visage. Pendant 3 jours, elle avait voulu montrer à tout le monde que Léa n'avait pas sa place ici. Et maintenant, devant tout le campus, il était clair que c'était elle qui n'avait rien compris. Mathieu et Emma, eux aussi, baissaient les yeux. Aucun mot ne semblait approprié. Le professeur Martel tenta de sauver la face. « Mademoiselle Moreau, je ne savais pas. Vous n'aviez pas besoin de savoir, » répondit Léa simplement. Dans une crise, ce qui compte, ce n'est pas l'image, mais la compétence. Puis, elle se tourna vers les étudiants. Et parfois, la personne que vous sous-estimez est celle qui sauvera votre vie. Le silence qui suivit valait plus qu'un discours. Dans les jours qui suivirent, le campus changea subtilement. Les rires moqueurs s'étaient tus. Les regards, autrefois condescendants, devenaient respectueux, voire admiratifs. Chloé, un matin, s'approcha d'elle à la cafétéria. Pas de caméra, pas de public, juste elle. « Léa, je voulais m'excuser. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi, » répondit Léa en sirotant son café. « Mais réfléchis à ce que tu fais de ton influence. Tu peux l'utiliser pour humilier ou pour protéger. » Chloé hocha la tête sans trouver de réponse. Le projet de groupe, ironiquement, devint un modèle de référence pour le programme. La section militaire rédigée par Léa était si détaillée et précise que Martel dut admettre qu'il n'avait jamais vu un travail aussi abouti. Personne ne remit en cause sa place après cela. Et peu à peu, le surnom Phénix circula discrètement, non pas comme une moquerie, mais comme une marque de respect. Parfois, en traversant la pelouse centrale, Léa levait les yeux vers le ciel. Elle n'attendait plus les hélicoptères, mais elle savait que, si un jour ils revenaient, elle serait prête. Elle avait choisi de mener une vie discrète. Mais la vérité, c'est que certains feux ne s'éteignent jamais. Et même au milieu des amphithéâtres et des friperies, le phénix n'était jamais bien loin de renaître. Si toi aussi tu crois que certaines histoires te méritent d'être racontées, si tu penses qu'il existe encore des héros silencieux qui veillent dans l'ombre pour que d'autres aient une chance de rentrer, alors laisse un commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Cœur Vaillant. Ici, nous racontons des histoires qui ne doivent pas être oubliées.